J'ai du son quelque part qui vient. Non, c'est bon. Je suis en train d'un peu changer la couleur, attendez. Hein. J'aurais pas dû. Je suis un peu en retard. Voilà. Il y avait quelqu'un que je ne dirais pas qui est passé chez moi. On a mangé, on a discuté. On a regardé un crapaud sauter et tomber d'un caillou. Donc voilà. La vie, quoi, finalement. Mais je pouvais pas partir à la fête de l'UMA. Enfin, je crois que je vais à la fête de l'UMA. Je pense que je vais à la fête de l'UMA. Je pouvais pas partir sans qu'on discute un petit peu, là. Sans qu'on discute notamment de la fête de l'humanité. Non, du mouvement du 10 septembre, pardon. Il y a plein de trucs qui se sont passés là en une journée. Donc hier, moi, j'étais à la fête, enfin la fête au rassemblement à Fougères. De 17h30, on a fait la manif et tout, machin. Et à la base, j'avais dit que je voulais potentiellement aller sur les ronds-points là. Mais il se trouve qu'à Fougères, les ronds-points c'était de 6h du matin à 10h du matin. Après, ils ont levé les gendarmeries, je crois, ils sont venus, ils ont dit maintenant faut plier bagages et les gens sont partis. Donc voilà. J'ai pas été sur les ronds-points, c'était un peu tôt. Pour ceux qui veulent poursuivre la fête, je sais qu'à Fougères, rassemblement le 13 au jardin public, mais moi, du coup, le 13, a priori, je suis pas là. Peut-être je suis là. Peut-être je suis pas là. Ça se joue demain. Et du coup, bah, ça a commencé à rabattre pour les municipales, c'est bien. Alors après, à Fougères, ça a pas gazé, je vais pas vous mentir, les gendarmes étaient plutôt pas là. J'ai vu qu'à Rennes, un bus a brûlé. Alors oui, c'est chiant parce qu'on aime bien les bus, parce que les bus, ça sert à transporter les personnes. Un bus, c'est pas grand-chose. Hein. Voilà. Sacrifier un bus, si c'est pour gagner le combat social, on prend. Hein. Est-ce que je veux dire? Sans doute un bus Macron. À Paris, à vous parler, alors du coup, j'ai été voir, effectivement, il y a une façade d'un immeuble qui aurait brûlé. Il y a une enquête qui a été ouverte. Et apparemment, il pourrait s'agir d'un départ de feu involontaire lié à l'intervention des forces de l'ordre. Ça la fout mal quand même, hein. Donc le 10, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Est-ce qu'il n'y en avait pas assez? Écoutez, il y avait quasiment 200 000 personnes sur une journée de travail pour les différentes manifestations et on va dire que c'est ok quand même. C'est ok franchement sur un truc que c'est même pas une journée de grève. Franchement, ça va, il y a pire quoi. Ça sent les flics. Ouais, pas très surpris hein. Tout le monde a vu que c'était à cause de la police. J'étais là. C'est long, hein. Je sais plus qui est la fille mis en avant le fait que ça serait plus que tous les samedis gilets jaunes, sauf le premier. Moi, surtout, il y a un truc qu'il faut retenir, et ça, vous le saurez. Ah, mais vous pouvez pas le savoir, puisque vous n'avez pas vu cette super vidéo qui est... samedi, non, c'est apéro et discussion. À Fougères, en tout cas. Pique-nique et discussion. Les gilets jaunes,
parce que du coup, moi, pour ma vidéo, j'ai refait la rétrospective des Gilets jaunes. La première mobilisation, alors savoir que les Gilets jaunes, c'était le samedi. Hein. Donc les gens bossaient pas. Les Gilets jaunes, c'était OK le premier jour. Le deuxième jour, il y avait... Enfin, la première mobilisation. Première semaine de mobilisation. Deuxième semaine, ça allait. Et troisième semaine, ça attendait déjà une baisse de mouvement et moins. Spoiler, c'était plus. La troisième, hein, c'est là où il y a eu l'Arc de Triomphe, machin. Voilà. Donc on peut pas savoir, en fait. On peut pas savoir. Là, pour un truc vraiment spontané, sans mot d'ordre, pas structuré, sur une journée de travail. Bon. Après, la force des Gilets jaunes, c'est que c'était bloqué en permanence. Il y avait une présence permanente sur les ronds-points. Alors là, par contre, sur les ronds-points, les flics n'ont pas laissé les gens s'installer sur les ronds-points. Ça, du coup, il y avait du barrage filtrant pendant 4 heures. Après, ça a été levé. Là, par contre, les flics, ils laissent pas les gens s'installer. Ça, ils ont compris. Mais on sent qu'il y avait une petite miquette parce que ils ont dit oui, on sait pas, il n'y a pas de leader, c'est pas très structuré, on sait pas. Donc ils ont très vite conclu pour certains que la mobilisation était relativement faible. Alors elle était forte, ils auraient dit qu'elle était faible, ils auraient dit... Enfin bref. En tout cas, c'est pas mal. Oui, voilà, impossible de commencer une manif ou un blocage, c'est ça. Et dans pas mal de villes, dans pas mal d'endroits, c'est les flics laissent pas les gens s'installer, laissent pas les gens... Voilà. Les bonnes nouvelles, puisqu'on re-rentre dans un cycle politique où nos amis de la France Insoumise accusent le PS de vouloir trahir et de rejoindre le cornu. Du coup, on re-rentre dans le cycle où moi, je vous réexplique que ça ne va pas arriver. Parce que là, nous sommes à 6 mois des municipales. Nous allons bientôt rentrer dans l'année électorale. Voilà. Et je vous rassure, donc, j'ai entendu Jouvet qui disait déjà qu'ils allaient censurer. La CFDT a tué dans l'œuf aussi le nouveau conclave des retraites. Et Glucksmann et Valo se sont fait... on dit, d'accord, bah, taxe Zuckman. Et la droite a déjà dit non. Nous, pas de socialistes. En gros, pas de socialistes dans le gouvernement. Mais les socialistes peuvent voter quelques textes, s'ils le veulent, sur la base du libre arbitre. Mais on reprendra aucune de leurs propositions. Ce à quoi les socialistes ont répondu, ben, nique ta mère. Donc on re-rentre dans le cycle où moi je vous explique qu'en fait, quoi qu'il se passe, jusqu'à la chute de Le Cornu, c'est de la communication. Et c'est le moment où chacun va essayer de tirer la couverture jusqu'à ce que Le Cornu, comme les deux d'avant, tombe. On espère avant mon anniversaire, le 30 novembre, ce sera un super cadeau. Voilà. Voilà. Et dans le contexte politique, dans un contexte politique où arrivent les municipales et où les gens... on arrive quand même d'un gouvernement Bayrou qui avait que 18% de cote de popularité à un gouvernement Le Cornu, c'est-à-dire à un ministre issu de ce même gouvernement et du précédent et depuis le début qui est encore plus à droite. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Voilà. Ils veulent les voix du RN. Le Cornu a été nommé parce qu'apparemment, il sait discuter avec le RN et d'ailleurs, il a déjà dîné avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. RN qui a dit qu'ils allaient faire tomber Le Cornu, probablement. Donc bon. Peut-être pas, mais... La question, c'est est-ce qu'il y a un budget qui va être voté? Ça, c'est la question. Moi, j'aimerais au bout d'un moment qu'un budget soit voté. J'aimerais juste que le budget ne soit pas de droite. Je crois que j'en demande beaucoup à ce putain de pays. Voilà. Il va demander un vote de confiance Le Cornu. Moi, mon hypothèse, c'est que Le Cornu... Alors, souvenez-vous, hein, je vous avais dit, soit il sera nommé très vite, soit il sera nommé très tard. Il a été nommé très vite. Macron a très envie de rassurer les agences de notation et les capitalistes, hein, très envie. En faisant miroiter, je pense, une potentielle alliance avec le RN. Tanguy a l'air d'avoir fermé la porte d'ailleurs à ça. Ouais, il y a déjà un tiers des gens qui l'aiment parce qu'ils l'ont pas encore entendu parler, c'est incroyable.
Voilà, le RN va faire nous les responsabilités, blablabla. Après, le RN est dans une logique de précipiter de nouvelles législatives. Moi, de ce que j'ai cru comprendre quand même malgré tout. En se basant sur la colère populaire, bon, ils savent pas trop si c'est la colère populaire ou si c'est LFI. La ligne n'est pas constante. Ils se rendent compte, je crois, que beaucoup de gens qui se mobilisent ne sont pas LFI. Et en même temps, à Fougères, c'était très clairement drivé par la gauche. À Fougères, les prises de parole, c'était CNT, CGT et FSU. Avec, dans le cortège, beaucoup de PCF et quelques LFI. Alors, en nombre de drapeaux, pas en nombre de voix hein, exprimées. Bon, c'est vrai qu'à Fougères, en tout cas, le mouvement est plutôt de gauche. Après, merci Yaman Sama pour le Prime. Moi, j'ai parlé avec un des gars qui nous écoutera peut-être ce soir, qui est un des leaders, on va dire peut-être un des leaders de la contestation de Fougères, qui est un petit jeune, peut-être plus jeune que moi, qui a été sur les ronds-points dès 6h le matin, qui est venu rabattre, faire le rabatteur en compteur pour le 10 septembre, mais il n'a pas eu besoin vraiment de le faire parce que j'en ai parlé sur scène et j'ai dit que je défendais et qu'il fallait se mobiliser. Et je pense qu'il n'a pas eu besoin de faire beaucoup de boulot. Je l'ai un peu fait sur scène à sa place. Parce que moi, si on soutient depuis le début, on rappelle, hein, non, on redcode pas. Hein. On dira pas qu'on a toujours soutenu alors qu'on n'a pas toujours soutenu. On soutient depuis le tout début. Faut foutre le sbeul, moi, je suis pour, hein, vraiment. Au bout d'un moment, on obtient des choses que comme ça, quoi. Et lui, il me disait, ben, moi, je suis un partisan. Bon, il est de gauche. Il est de gauche, mais il est pas zinzin soumis, il est pas au PCF, il est pas au PS, il est pas non plus ailleurs, juste, bon. Il est de gauche, mais il est de gauche, il se reconnaît plus dans les partis de gauche tels qu'ils existent aujourd'hui, peut-être. Ou si c'est le cas, peut-être que c'est le type de profil des gens qui sont sur les ronds-points à ce moment-là et qui ne savent pas qu'ils sont de gauche. Donc j'ai pas pu aller streamer sur les ronds-points. Et puis de toute façon, je me suis rendu compte d'une chose, très rapidement, mon téléphone a 6 ans. Voilà. Et c'est déjà un téléphone reconditionné. Et mon téléphone ne tient plus la charge. Dès l'instant que j'ai passé un appel d'1 heure dans la journée, j'étais à 28% quand je suis arrivé sur la place, donc j'ai fait 4 stories, quoi, j'ai pas pu faire plus. Voilà. Donc le Cornu, ben moi le Cornu, mon hypothèse c'est peut-être que le Cornu va chuter avant d'avoir un gouvernement. Voilà. Téléphone social traître. Ah mais moi je suis écolo, hein. Moi je renouvelle pas le matériel quand j'ai pas besoin de le renouveler, déjà parce que ça coûte cher. Peut-être qu'il y a des moments où il faudrait. Mais bon. Ouais. Peut-être qu'il faudrait renouveler le matos. C'est possible. Du coup, bah en fait, il me faut une batterie portable pour streamer. En fait, je me suis rendu compte que les micros sont vraiment plus très bons. Après, il est tombé plusieurs fois par terre. Les micros doivent être encrassés. Bon, voilà. Comment il peut chuter avant d'avoir un gouvernement ? Alors, Macron a décidé de faire les choses de la sorte. Macron a annoncé que le Cornu était nommé, mais qu'il attendrait d'avoir consulté tous les partenaires sociaux et toutes les forces politiques avant de constituer et de choisir son gouvernement. Bah en fait, alors je vais pas vous dire où je l'ai fait, mais vous le saurez bientôt. Il y a un endroit où j'étais filmé quelque chose en caméra discrète, comme on dit maintenant. Et le téléphone, en fait, n'a pas pu tout filmer, enregistrer même. Parce qu'en fait, il a surchauffé. Il s'est éteint. C'est un gain de temps pour les annotations. Non, j'ai pas été à l'Élysée. Non, non. On sait que Darmanin va rester vu que c'est le parrain de Le Cornu. Mais tout le monde va rester. Enfin, tout le monde. Je pense que le gouvernement, ça va être le même. Hein. Moi, j'ai une pensée très émue
est très contrarié à l'égard de Madame Yael Braun-Pivet. Je compatis avec Madame Yael Braun-Pivet qui... C'est terrible. 1 heure avant comment dire, l'annonce de la nomination de Sébastien Lecornu, Yael Braun-Pivet était sur C'est ce soir, enfin non, c'est à vous, sur France 5. C'est à vous. Elle était en train de nous expliquer qu'elle était prête à être première ministre, à avoir le sens des responsabilités, et ça m'a donné vraiment du baume au cœur de voir que 1 heure plus tard, c'était pas elle. Voilà. Terrible. Vraiment terrible. Et après, on lui a dit, et si c'était Lecornu? Elle dit, oui, non, mais je l'aime bien, c'est un pote, hein, mais bon, si ça pouvait être moi. Moi, je suis à la hauteur. Hein. Et je crois qu'il y a le Braun-Pivet, bon, ce qu'il en pense, Macron, je sais pas, mais... Lecornu nommera Bayrou ministre de l'économie et des finances. Non, il pourrait les nommer ministre de l'éducation nationale. Il a déjà été. Il connaît bien, il est sur le dossier en ce moment. Après, surtout, ce que j'ai entendu, c'est que Lecornu resterait en même temps ministre des Armées. Potentiellement. C'est pas un peu un suicide politique de vouloir devenir Premier ministre dans ces conditions. Yael Braun-Pivet, elle veut devenir présidente de la République. Donc Yael Braun-Pivet, elle veut devenir la candidate naturelle d'Emmanuel Macron. Voilà. Oui, bien sûr, c'est possible. Oui, oui, tu peux être Premier ministre et ministre d'un autre... Oui, oui, tu peux. T'as vu ça où? Bah, il me semble que Gabriel Attal... Je vais regarder. Gouvernement Gabriel Attal. Tu penses quoi de LFI? Je suis LFI, mais pas sectaire. Bah, ça dépend sur quoi. Globalement, moi, j'ai fait campagne pour Jean-Luc Mélenchon en 2012 et en 2017, donc voilà. Après, ça dépend sur quel sujet. Moi, j'ai pas trop de problèmes sur le programme. Des fois, j'ai des divergences de vues, de stratégie. Mais bon, force est de constater qu'à gauche, les gens s'entretuent pour des questions de stratégie et peu pour des questions d'idées. Donc bon, voilà. Après, bon, sur certains trucs, ça mériterait un coup de collier à gauche, voilà. Mais je peux entendre que on peut ne pas être trop à gauche sur certains sujets parce que c'est trop clivant et qu'on sera plus de gauche quand on aura le pouvoir. Mais bon, j'ai pas super confiance pour que ce soit le cas. Voilà. Gabriel Attal. Eh ben, Gabriel Attal, il me semblait bien que c'est le cas. Gabriel Attal, du 16 juillet au 21 septembre, il était Premier ministre et chargé de la planification écologique et énergétique. Par exemple. Donc il avait des fonctions élargies. Je sais plus c'est lequel. On a eu un Premier ministre qui est en même temps ministre de l'économie. Je sais plus c'est lequel. On en a eu un. Mais je crois que c'est pas si rare d'avoir un ministre qui décide de garder... Raymond Barre, merci. D'avoir un Premier ministre qui garde un champ de compétences spécifique. Ils sont tellement alpha qu'ils peuvent occuper plein de fonctions en même temps. Et pourtant, ça veut dire que tout le monde bosse. Alors que s'ils se retrouvent les manches, il suffirait juste d'être 3 d'entre eux pour mettre la France en orbite sur Jupiter. Ouais. Salut du lurk. Mais il me semble bien qu'il y a des histoires comme ça. T'as vu la réaction de Trump à la mort de Charlie Kirk? J'ai évidemment vu la mort de Charlie Kirk sous plusieurs angles. Le dernier mot qu'il prononce c'est violence. Même gun violence. Avant de se prendre un tir en plein cœur, hein, j'ai l'impression. Tombe raide, hein. Putain. On a une ministre qui était à la fois ministre des Sports et ministre de l'Éducation, non, avant les JO. Oui, ou des Castera. Jugulaire. Garotide. J'ai envie de vous dire, ça fait la même hémorragie, ça fait des trous aussi gros et ça coule. C'est ouf ce genre d'image. Bah, il se trouve que j'étais même pas au courant que Charlie Kirk était mort. Parce que du coup, hier soir, j'étais occupé. Puis je vais aux chiottes. Comme beaucoup de gens qui vont aux chiottes
J'ouvre Reddit et je suis tombé sur la vidéo aussitôt. Et donc du coup j'ai vu la vidéo de Charlie Kirk. J'ai vu un truc genre fusillade, je sais pas quoi, Charlie Kirk machin. J'ai cliqué et je l'ai vu se faire tuer. Voilà. Il y a eu une minute de silence au Parlement européen en hommage à la mort de Charlie Kirk. Oh, c'est un délire si c'est vrai. Ah non mais j'ai pas cherché la vidéo. J'ai pas cherché la vidéo mais j'ai pas eu besoin de la chercher pour la voir. Comme souvent sur internet, il y a beaucoup de trucs que j'ai pas cherché à voir et que j'ai vu. Demandé et effectué uniquement par les partis d'extrême droite et de droite, m'étonne pas. Écoutez, moi je vais pas pleurer pour Charlie Kirk, j'ai beaucoup de gens à pleurer avant sur la liste. Voilà. Jean Jaurès, évidemment, en premier lieu, bien sûr. Minute de silence au Parlement US. C'est fou, hein. C'est fou. Mais donc, ouais. Après, moi, je suis dans plein de lore en ce moment politique. Alors, évidemment, j'ai suivi ce qui se passe aux États-Unis. Je suis ce qui se passe en France. Quel merdier. Et je sais pas pourquoi, l'algorithme a très envie que je vote Michel Barnier au législatif partiel de Paris, alors que je n'y habite pas. Mais qu'est-ce que je me tape de réel sur Instagram de Michel Barnier? Alors, parmi tant d'autres, j'ai aussi plein d'élus de gauche, bien sûr, évidemment, on peut pas y couper vu mon algo. Mais j'ai aussi des vidéos de Michel Barnier qui fait des réels. Et de Jean-Philippe Tanguy. Bon, ça, c'est un peu moins marrant à écouter. Et de Villepin, bien sûr, il y a tellement de comptes pro de Villepin aussi. Et donc, voilà, j'ai pu avoir beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors là, je parle de la législative. Mais si, ils ont passé un accord, Barnier et Dati. Je me stoppe sur une nationale de campagne pour des bunks JPP. Désolé. On rappelle que Yael Braun-Pivet, pardon, elle vient du Parti Socialiste, on rappelle. Notamment pour dépasser les clivages. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Tout ça pour se retrouver à faire des alliances avec l'extrême droite, putain de merde. Je trouve que ça sent bon pour les prochaines présidentielles. Non, je trouve que ça sent extrêmement mauvais. Ils vont être plein de candidats à droite et au centre, le ticket pour aller au deuxième tour va être moins cher pour la gauche et les filles. Non. Désolé de te le dire, mais non. Le plan de morceler la droite et l'extrême droite est déjà un plan qui était déjà en œuvre en 2022. Et on a eu la candidature de Zemmour en plus qui a arraché 7% à Marine Le Pen. Ça n'a pas suffi à faire la différence. Un Macron pourra assez naturellement être remplacé par... Bon, après, ils sont beaucoup au centre. Ou à la droite. Mais ça va se reconfigurer de sorte à ce que je pense il y aura 3 candidats max pour le droite et le centre. Voilà, la bourgeoisie arrive très bien à s'allier quand il le faut, c'est ce que je pense aussi. Ils font des accords dans le feutré, ils arrivent toujours... ils y arrivent. Je me fais pas de soucis pour ça. Et à gauche, je suis pas sûr qu'il y ait tant de candidatures que ça, cela dit. Ça, c'est la grande inconnue. Hein. Combien y aura-t-il de candidatures à gauche? Je suis pas sûr qu'il y en ait tant en vrai. Il y en aura peut-être quelques-unes, mais c'est pas dit qu'il y en ait tant.
Je crois assez fortement à un scénario. Enfin, vous aurez toujours lutte ouvrière, peut-être révolution permanente, peut-être le NPA. Mais je crois assez fort à un scénario de liste à gauche. Mélenchon, oui, bien sûr que Mélenchon y va. Évidemment que Mélenchon y va. Mélenchon est encore en vie, donc Mélenchon y va. Quelle question? Mélenchon respire, bien sûr que Mélenchon y va. Qu'on verra. Ça a vraiment produit plein de trucs cool, le PS finalement. Braun-Pivet, Mélenchon, l'état d'urgence permanent. Hollande, il y a un piège. Ouais. Il est pas en train de laisser sa place à Bompard, ça y ressemble pas, non? Tant qu'il respire, il ira. À la FI, ça stresse que Méluche y aille pas. Ouais, puis ça règle la question de la succession que Mélenchon y aille. Ce sera sa dernière, même s'il a déjà dit faites mieux. Et même s'il a déjà dit ce sera la dernière. Enfin, bon, je vais pas refaire tout ce discours, mais moi déjà en 2017, on nous disait il y va alors que ça devait être Delapierre. Mais Delapierre est mort, du coup c'est lui qui y va. Après on nous disait 2017, bon, ça l'a quand même bien fatigué. 2022, ce sera pas lui. Bon, salut en 2022. Et en 2022, il a dit faites mieux, j'y retourne pas. Ils sont un peu en train de tout faire pour qu'il y ait une démission d'Emmanuel Macron ou une destitution, ce qui n'arrivera jamais, pour que Mélenchon y retourne en disant bon, j'ai pas envie que ce soit moi, mais il n'y a pas le choix, je suis le seul à être prêt, je l'ai déjà fait, j'y retourne. Et oui. Ce sera Mélenchon. De toute façon, ce sera Mélenchon. C'est comme ça, écoutez, faites-vous... Moi, ça fait 5 ans que je vous dis, préparez-vous-y. Bon, vous êtes encore dans le déni, ça fait 4 ans qu'il prépare la suite. Bien sûr qu'il va y aller. Macron a prévu mettre un random 5 ans et revenir dans 5 ans. Ouais, peut-être, c'est possible. Non, ce sera pas Mélenchon. Bah, moi, je pense que ce sera Mélenchon aussi. C'est une question qui a l'air assez réglée hein, dans la France Insoumise. Hein. Et pour les militants que je connais, ça a l'air d'être une question assez tranchée, quoi. À moins que Jean-Luc Mélenchon décide que ce serait pas Jean-Luc Mélenchon, ce sera Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, ça fait depuis mars que la France Insoumise démarche pour obtenir des signatures de maires pour les 5000 signatures. Et il les cherche pour le... Il les cherche, enfin... Il les cherche pour la France Insoumise, mais bon, l'idée c'est quand même que ce Jean-Luc Mélenchon... Les 500 signatures, quoi j'ai dit 5000, les 500, pardon. Moi je suis prêt à parier beaucoup de choses. Hein. Il les cherche pour LFI, c'est pas pareil. Puis on aura cette discussion, Maroufle, je retiens ton pseudonyme. Et je compte sur toi pour revenir dans 1 an pour me dédire. Pour me dire, je parie pas de l'argent, je suis contre le jeu d'argent, vous savez, c'est pas dans ma doctrine. Mais t'auras gagné le droit de me faire la remarque. Mais écoutez, tout a l'air d'indiquer que c'est Jean-Luc Mélenchon qui y retourne et depuis un moment. Voilà, bon. Pas reparler pendant 15 ans. Sinon, après, c'est dire qu'il s'est guetté, c'est Bompard, c'est Panot, oh là là, trop de questions à résoudre, comment est-ce qu'on les sépare, comment est-ce qu'on les... Non, c'est, tu vois. Ouais, faut vraiment que les municipales, ce soit raide. Oh, je m'en souviendrai. Il s'est pas amusé à faire une grosse campagne sur son dernier livre à l'international juste pour décorer. Voilà, moi je pense que tous les signes sont là. Voilà. Je pense que tous les signes sont là. Là, depuis la rentrée, il est dans toutes les matinales. Il a refait des meetings. Voilà. Les signes sont là. Après, qui suis-je pour savoir hein. Moi, Mélenchon, ça fait depuis 2008 que je le suis.
Il a l'air de vouloir y retourner, je pense. Je pense qu'il s'en voudrait. Et Mélenchon pense peut-être que son moment est venu de... voilà, enfin... comme il le dit lui-même, comme il le disait lui-même dans La Repubblica, il y a quoi, il y a quelques mois, à la fin, ce sera moi contre Marine Le Pen. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Et je pense qu'il y croit. Alors, je pense que c'est peut-être possible, j'y crois pas beaucoup, mais c'est peut-être possible qu'effectivement, il y ait un duel Marine Le Pen-Mélenchon. J'y crois pas beaucoup, mais c'est possible. Par contre, c'est un duel qui ne remportera, hélas, pas. Ça, c'est un peu terrible, mais... j'espère que ce putain de pays se secouera le cul. Il avait tellement encensé Ruffin à une époque, et c'est très bien qu'ils sont à égalité dans les intentions de vote. Alors par contre, un Mélenchon qui mettrait Ruffin en avant, c'est finito. D'ailleurs, il en a dans son... c'était il y a, quoi, 2 semaines, dans son discours, où il a littéralement il a balancé un missile sur Autain et sur Ruffin. En disant qu'en gros, c'était des vautours qui attendaient qu'il libère la place pour pouvoir lui voler, et que c'est des gens qui ont les dents qui rayent le parquet, blablabla. Blablabla. Pourquoi pas ? Bah parce que ça va dépendre vachement de l'équilibre. Enfin, de toute façon, c'est simple. Dans un système où il y a 3 blocs, comme disait Bismarck, il faut être l'un des deux. Ah, c'est pas, il le disait pas exactement pour ça, mais c'est un peu l'idée. Non, mais il est stratégique, oui, mais même... s'il y a 3 blocs, il faut être l'un des deux. La droite fera tout pour être l'un des deux, et l'extrême droite sera l'un des deux. Comment la gauche fera pour être l'un des deux ? Si la gauche part à diviser. Et la gauche part divisée. Il y aura peut-être des alliances. Après, il y aura... si, il y aura toujours 3 blocs. Si. On va pas retourner au bipartisme là en claquant des doigts. Enfin, au bout d'un moment... On verra, écoutez, de toute façon, on n'y est pas. Moi, je vais juste vous rappeler une chose. En 2020, on sortait des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est un peu avant, mais... on sortait des gilets jaunes, on rentrait dans le Covid, et on se disait, mais Macron, aucun monde dans lequel il se relève de ce qui se passe. Le boulevard qui existe, pour la gauche, personne ne peut pas le voir, quoi. Et le truc, c'est que ce boulevard, c'est aussi ce qui a fait se dire à Jean-Luc Mélenchon qu'il pouvait y aller seul et sans s'allier à qui que ce soit, et que la voie était toute tracée. Il a même pas atteint le second tour. Donc, là, on pourrait se dire que la voie est toute tracée, et que la gauche ne peut pas ne pas gagner, surtout quand on voit le climat social, la réforme des retraites, la brutalité, les mouvements populaires, alors que nous on arrive avec une promesse de plus de démocratie, etc. Bon, alors 2 choses. Premièrement, on a connu, c'est la mandature précédente. Deuxième chose, plus d'1 votant sur 2 à plus de 50 ans. Voilà. L'Union, je sais pas si c'est la panacée, beaucoup de gens ne se déplaceraient pas si c'est pour voter pour le PS, Europe Écologie Vert, etc. Bon, on en revient à mon deuxième point. La France Insoumise est un parti qui est majoritaire chez les moins de 24 ans et qui est très bien situé sur les moins de 35 ans. Il se trouve que plus d'1 votant sur 2 a plus de 50 ans. La France Insoumise fait ses moins bons scores sur les plus de 50 ans. Les plus de 50 ans votent plus facilement PS et PCF. Si tu réfléchis en termes de stratégie électorale, si jamais tu veux les 2 générations et que tu veux un minimum de convergence des luttes, bah, il faut réussir à faire cette alliance que vous considérez peut-être comme contre nature, hein, mais il la faut, c'est pas trop, voilà. C'est nul d'avoir besoin d'un spoiler effect pour passer au 2e tour en 2027. Après, j'ai pas craché sur le scrutin uninominal quand il nous arrange. Moi, je trouve que le mode du scrutin est plus la merde. De toute façon, il y a toutes les chances que les centristes fassent barrage avec le RN contre la gauche. C'est évident. C'est évident. Les retraités aisés. Alors, les retraités qui votent PCF ne sont pas les retraités aisés. Et quand bien même ils le seraient, on a besoin de leur voix. Si jamais vous voulez
réfléchir dans un mode électoraliste, que les retraités soient aisés ou pas, on prend les voix. On prend les voix de tout le monde quand on veut gagner. Ce qui est important, c'est la politique qu'on met en place. Voilà. Oui, il y a des questions d'ancrage, etc. Vous savez, c'est pas pour rien si hier, quand j'étais à la manif de Fougères, ceux qui votent centre. Ouais. C'est pas pour rien, quand j'étais hier à la manif de Fougères, s'il y a surtout des drapeaux PCF et qu'il n'y a pas de drapeau LFI. C'est genre, parce que genre le PCF est ancré localement beaucoup plus fortement. Et que même s'ils sont moins de voix au présidentiel, ils sont peut-être plus de militants au quotidien. C'est comme ça, quoi. Voilà. Mais après, moi, vous savez, je vous explique mon hypothèse des deux voies, des deux gauches. Il y a un monde où les deux gauches irréconciliables se forment deux pôles à la stratégie, non pas au programme différent, mais à la stratégie différente. Un pôle unioniste, PS, PCF, Europe Écologie Les Verts, enfin les écologistes, Debout, Génération, Picard, enfin je sais plus qu'il y a d'autres là dans le bail, tout ça là. Et de l'autre côté les filles. Et les deux font 12% et salut. On est bien content d'être partis séparés et d'avoir fini en bas du classement. Tout en pensant chacun que c'est la faute de l'autre qui s'est retiré, qu'on a perdu. Mais pour moi non plus, il n'y a pas de gauche irréconciliable. Mais voilà, parce qu'on commence à rentrer dans les discussions de calcul politique. Vous savez, la question, c'est pas le programme. La question, c'est la stratégie. Et la question de la stratégie, c'est l'action de la communication. Et la question de la communication, c'est la question aussi du narratif, un peu, de l'histoire que tu veux raconter. Et celle-là, l'histoire qu'on veut raconter à gauche, c'est l'histoire de nos grands hommes. Malgré tout, on est là-dedans. On est bloqué dans une forme de nouveau roman national de gauche à gauche qui veut mettre en avant telle ou telle figure, tel ou tel parcours plutôt que tel ou tel programme. Enfin, le programme, c'est un cache-sexe à gauche. Hein. Je vous le dis depuis un moment, hein, vraiment. C'est les figures aujourd'hui qui importent. Et le truc, c'est que la 5ème République, avec ce scrutin uninominal à 2 tours, c'est une guerre d'ego. C'est pas une guerre d'idées, c'est une guerre d'ego. Voilà. À partir de là, on est enfermé dans ce système, on n'a pas trop le choix de le suivre. Voilà. Celui qui réconcilie Glucksmann et Méluche, il est pas né. Mais Glucksmann n'est pas à gauche. Glucksmann, c'est pour moi l'un des successeurs éventuels d'Emmanuel Macron. Voilà. D'ailleurs, à part Boris Vallaud et Mayer-Rossignol qui au PS bandent sur Glucksmann, la ligne qui est encore majoritaire hein, quand on a gagné le dernier congrès au PS, n'est pas la ligne qui bande sur Glucksmann. Ce n'est pas la ligne qui a gagné. C'est la ligne de Fort qui a gagné. C'est la ligne unioniste. Il est même pas au PS Glucksmann. Rappelons-le, effectivement, il a son propre parti qui est Place Publique. Après, Glucksmann, par contre, il est parti pour aller à la présidentielle. Lui, il veut y aller quoi qu'il arrive. Et Glucksmann, comme Mélenchon, veulent forcer, actuellement, hein, de ce qu'on lit actuellement, les deux veulent forcer une candidature autour de leur nom, avec leurs forces respectives, en incarnant quelque part deux pôles opposés dans cette gauche qu'est le NFP. Bon, pas tout à fait, parce que Mélenchon n'est pas le plus à gauche au NFP. Et chacun, en gros, en incarnant l'un des antipodes, forcer tous ceux qui sont entre ces deux antipodes à se positionner d'un côté ou de l'autre. Et Mélenchon encense Glucksmann comme ennemi politique et comme candidat légitime du PS. Parce qu'en fait, ça l'arrange trop. Mélenchon, il a trop envie que Glucksmann soit le candidat du PS. Il a trop envie. Il veut le candidat du PS le plus à droite possible. Ça l'arrange. Et c'est vrai qu'en termes de calcul politique, c'est logique. Et Glucksmann, lui, il a trop envie que Mélenchon y aille, parce que pour lui, c'est plus facile de taper sur Mélenchon que de taper sur je sais pas qui. Sur qui que ce soit d'autre. C'est facile. C'est plus facile de taper sur Mélenchon que de taper sur n'importe qui. Voilà. Donc au milieu de tout ça, t'as Fort, t'as Tondelier. Au PCF, je vais même pas dire qu'il y a Roussel, parce que Roussel, qui est sur une ligne non unioniste, a clairement perdu du pouvoir et de l'aura dans le PCF. Et je pense est amené, je sais pas, mais je pense qu'il est amené à être remplacé par un profil un peu plus consensuel comme Yann Brossat, qui est lignard, mais plutôt pour l'union de la gauche.
euh, ou d'autres, hein, voilà. Tu dis qu'après 2027, on aura encore 3 blocs. Tu penses pas que le centre va exploser juste pour redevenir la droite républicaine, mais ça fera 3 blocs quand même. Ce qu'on appelle le centre aujourd'hui, c'est déjà la droite républicaine. C'est déjà ça. Donc, ils font des congrès au PCF. Je sais pas c'est quand le prochain. Mais oui, il y a des congrès au PCF, bien sûr. Je vais regarder, tiens, je sais pas s'il y a une date annoncée. Je vais regarder. Ah. Non, bah, je sais pas, c'est pas annoncé. Je crois que c'est pas annoncé encore. Le dernier, c'était en 2023. Normalement, il devrait en avoir un... Normalement, c'est tous les 2 ou 3 ans, donc 2026 peut-être. Je pense qu'en 2026, il y en aura un. Ouais, c'est tous les 2 ou 3 ans, ça dépend du calendrier électoral aussi. Parce qu'il existe un mode où tous les blocs explosent, tout le monde y va en même temps, et le ticket de second est à 15%. Non, par contre, il existe un monde où on fait comme en Allemagne, on empêche qui que ce soit d'avoir la possibilité d'avoir la majorité absolue, et on fait un régime parlementaire, auquel cas tout le monde part divisé, mais on s'en fout parce qu'on recompose les gouvernements en fonction des différents pourcentages qu'on peut avoir. À l'heure actuelle, qui est le plus proche du successeur de Mélenchon? Impossible à dire. Impossible à dire, puisque certains vous diront Bompard, parce que c'est le président du mouvement, mais en même temps, Bompard, il y a une période où il était tricard à LFI. Certains vous diront Clémence Guettet, parce qu'elle a travaillé sur l'avenir en commun, mais certains vous diront qu'elle est peut-être un peu trop jeune. Elle a mon âge. Certains vous diront oui, mais Mathilde Panot, ça c'est les militants. Les militants, vous les reconnaissez quand vous disent Mathilde Panot. Ça, c'est les militants qui disent ça. Bon, bah Mathilde Panot, parce qu'elle est présidente à l'Assemblée nationale. Certains vous disent Chikirou, parce que Chikirou a très très envie d'y aller. Chikirou se voit comme successeuse de Jean-Luc Mélenchon pour 2032. Coquerel, non. Coquerel, certains parlent de Coquerel. Mon daron va dire Coquerel. Coquerel, c'est pas possible, pour tout un tas de raisons. Voilà. Mais Chikirou, elle, bah ouais, le plan, c'est... Chikirou, elle s'y voit. Chikirou, elle s'y voit. C'est quand même quelques rumeurs insistantes sur le fait que Chikirou pense être la successeuse légitime de Jean-Luc Mélenchon. Elle pense beaucoup de choses, Sophia Chikirou, et je pense qu'il faut souvent pas vraiment beaucoup l'écouter, même si elle gère la com du parti quand même. Ce qui est terrible, hein, mais bon. Et les gens qui sortent d'un coma de 5 ans disent Katniss. Putain, j'avoue. J'avoue. Moi, j'y crois pas. Mathilde Panot, déjà, elle a un rôle de fusible. C'est terrible pour elle. Son rôle, c'est d'avaler des couleuvres. C'est peut-être quelqu'un de très gentil dans la vraie vie. C'est peut-être quelqu'un qui est très basé sur plein de sujets. Hein, on me le dit souvent. Mathilde Panot, le problème, c'est qu'elle a le rôle de défendre l'indéfendable, souvent dans des matinales. Après avoir tourné à 3 heures de sommeil, dans ces conditions-là, je vois pas ce qu'on va pouvoir en obtenir en poste à responsabilité. Elle est vraiment dans un poste ingrat, je trouve. Voilà. En plus, petite bourgeoisie, ça aide pas. Bon. Clémence Guettet, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'ils faisaient ses parents? Je rate beaucoup les parents, vous savez. Il faut quelqu'un qui fasse populaire, je pense, un minimum. Voilà, Bompard, il s'étoffe avec le temps, il devient un peu meilleur en plateau, mais bon, est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Je sais pas, bon. Alors que t'as des gars comme Guiraud qui sont super en com. Ouais, Guiraud en communication, bon, on a vu mieux quand même. Guiraud était très bon sur les edits et sur les montages pour les propos sur BFM, il était moins bon pour les prises de parole sur Twitter. Voilà. Meilleur prof d'anglais et père au foyer, ok. C'est tous des gamins de profs, c'est un truc de fou. Mathilde Panot aussi, ses darons, ils étaient profs. C'est vraiment LFI, c'est vraiment un parti de profs, c'est un truc de fou quand même. C'est vraiment devenu le nouveau PS. Désolé de vous dire ça, hein, vraiment, mais quand même. Hein. Sans Méluche en leader, est-ce qu'il y a encore un LFI possible? Oui, quand même. Moi, je crois que oui.
se pose effectivement la question de qu'adviendra-t-il de tous les bandeurs de Mélenchon qui sont au fond pas vraiment de gauche, juste qui ont besoin de suivre un chef. C'est vrai que la question se posera. Mais on espère quand même, ouais. On espère. Moi, je suis fils de prof à LFI et ma copine est prof. Voilà. Tout est dit, hein. Petite bourgeoisie, elle est là. Hein. Antoine Léaumont, tu te situes comment? Il aime trop les drapeaux français pour qu'on le mette sur une... pour qu'on le mette devant un mouvement. Faites-en un ministre de l'Intérieur quand on aura le... quand on aura le pouvoir, si vous voulez, ou un truc comme ça. Si LFI sans Mélu, je ne suis pas niveau résultat, ça n'a pas duré longtemps, c'est vrai aussi. Il y aura toujours un cœur qui restera et... Voilà. Ils ont un socle solide de 10%. Oui, c'est ça. Je sais à peu près comme ça que je situe le bloc de LFI, c'est à peu près 10%. Je pense que ça durera, même si Mélenchon meurt demain, ça durera quand même. Il y a même un monde où ça aide, hein. Je suis désolé de vous le dire comme ça, il y a un monde où ça aide. Il y a un monde où c'est pire, il y a un monde où ça aide, hein. Mais on n'en est pas là, j'ai envie de vous dire. On n'en est pas là. Le rapporteur de Betaram. Mélenchon est convaincu qu'il sera élu. Hein. Ça, par contre, faut vraiment... Mélenchon, comme il dit lui-même, est un éternel optimiste. Lui, il y croit. Lui, il y croit très très fortement. Mais par exemple, Mélenchon a été convaincu de tout un tas de choses dans sa vie, notamment concernant le PS, son ancien parti, qui se sont avérées de fausses prophéties. Si on l'écoutait, on aurait déjà actuellement on aurait Bernard Cazeneuve Premier ministre avec un gouvernement qui va du RN jusqu'à Manuel Valls avec Olivier Faure dedans. Enfin, c'est du délire. Si on l'écoute, franchement, c'est du délire. Après, il y a plein de choses, on ne sait pas s'il le dit parce qu'il le pense ou s'il le dit par stratégie, mais bon. Mais Mélenchon, il a cette vision il a cette vision un peu ancienne, marxiste à l'ancienne, de se dire l'histoire est mécanique. Et comme on le voit dans tel ou tel pays, les pays qui l'arrangent bien, il y a un gros biais de sélection. Les politiques néolibérales finissent par chuter et le peuple se rebelle et finissent par porter la gauche au pouvoir. Alors la question c'est combien... Et un de ces exemples c'est le Brésil. Et un autre de ces exemples ça a été l'Argentine. 2 pays qui sont passés à l'extrême droite depuis. Juste après même. Enfin ou entre-temps. Donc bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais... Il a cette vision un peu mécanique de l'histoire. Alors qu'en fait... Les dynamiques politiques des pays, on peut avoir les mêmes phénomènes politiques. Oui, non plus le Brésil, mais entre-temps, oui. On peut avoir les mêmes dynamiques politiques sans avoir les mêmes résultats, parce qu'en fait, ça dépend aussi de votre composition sociale et de comment est structuré économiquement votre pays. Et ça, si jamais vous avez joué à Victoria 3, vous ne le savez que trop bien. Voilà. Non, moi je n'adhère pas à ce discours de dire que la gauche a gagné les élections législatives. Je trouve que c'est faux. La gauche n'a pas gagné les élections législatives. Personne n'a gagné les élections législatives. La coalition est arrivée première à l'issue d'un second tour avec un barrage républicain. Ce n'est pas un résultat très satisfaisant. C'est porteur d'espoir, cela dit. Nous, quand l'extrême droite arrive à avoir autant de voix dans les mêmes conditions, notamment au présidentiel, on dit que Macron n'est pas légitime. Quand Macron, arrive à avoir les mêmes résultats au présidentiel, en ayant un vote barrage dans l'entre-deux tours, on dit que ce n'est pas un président légitime. Donc, dans cette bonne guerre, qu'en face, ils disent, quand le NFP arrive premier avec le barrage républicain, ce ne sont pas des premiers légitimes. On peut pas dire l'un et condamner l'autre, quoi. Au bout d'un moment, si on veut être un peu cohérent. Mais bon, c'est pas une question de cohérence. Voilà, faut être un peu lucide sur les équilibres politiques. Il y a la fiction, il y a le discours qu'on tient, et il y a la vérité. Moi, je suis pas sûr que... Après, c'est une question, hein. Faut-il dire aux électeurs ce qu'ils veulent entendre ou faut-il dire aux électeurs ce qu'il en est? Et Jair Bolsonaro, il condamné 27 ans de prison, il a pris. Hein.
pour tentative de coup d'État. C'est raide, hein. Si la cohérence de s'écarter pour ne pas avoir encore 8 ou 9 candidatures de gauche. On en aura au moins 2. Mélenchon part sans compromis, sans vote, sans discussion, et il est parti un peu en mode... bah, si la gauche doit diriger, bah, ils ont qu'à se mettre derrière... En gros, globalement, bah, ils ont qu'à se mettre derrière nous, quoi. Parce qu'on est les plus légitimes, on est les plus grands, on est les plus forts. Et ça, c'est un vote qui... Ça, c'est une prise de décision qui force l'autre à partir seul. Et une stratégie où tu vas essayer de le cannibaliser. Et ça, c'est un peu terrible, hein, parce que depuis 2002, c'est ce qui empêche la gauche d'être au second tour. Voilà. 2002, 200 000 voix près. Hein. En fait, l'explosion du nombre de candidatures de gauche a fait que l'extrême gauche, ce qu'on peut appeler l'extrême gauche, peut-être qu'on va condamner là-dessus. Mais en gros, LO, LCR, etc., ça représentait 10%, quoi. Peut-être un peu moins de 10%. 2002, c'était différent. Ben... Oui et non, c'est pour moi, l'enseignement, c'est que quand les gens commencent à ne plus avoir de confiance dans les élus, y compris quand ils viennent d'une union de la gauche, parce qu'ils en ont marre que cette union de la gauche se resépare et se fragmente et se fait la guerre, etc., ils sont tentés pour aller encore plus à gauche pour certains. Il y a un monde où, en fait, le NPA, ils doublent leur score. C'est pas impossible. Ou que Révolution Permanente, s'ils arrivent à leur signature, ils fassent 3%. Il n'est pas exclu, moi, que si je sais que la gauche va perdre, de toute façon, bah, j'essaye de donner de la force à Révolution Permanente, c'est pas exclu du tout. Genre. Vraiment, hein. Si pour moi, dans les sondages, tout me montre que la gauche ne peut pas se qualifier au second tour, peut-être que je voterai Révolution Permanente au premier tour. Si de toute façon c'est pour perdre, autant donner de la force à ceux qu'on a envie d'avoir de la force. Voilà. C'est la question, voilà, c'est toujours un peu le dilemme. Révolution permanente contre le NPA, tu donnes la force à qui? Si c'est le NPA A, je pense le NPA A. Mais ça dépend qui parle, ça dépend qui fait quoi, mais je sais pas trop. J'ai plein de potes au NPA, j'ai moins de potes à Révolution permanente. Le centre-gauche fait une politique de droite ou de centre-droit. Il n'y a personne à gauche que LFI qui est sur un positionnement de gauche radical. Mais ça suffit pas. C'est pas une question de positionnement. Au bout d'un moment, en fait, c'est con, mais le système tel qu'il est foutu, c'est des mathématiques. Hein. Coucou du Warflow. On t'écoute en soirée, ça fait plaisir. C'est ça ton pseudonyme, bravo. Quelle idée d'avoir lancé à cette heure-là, moi aussi, alors que demain je me lève tôt, putain. Bah, je sais, si je me suis descendu une bouteille de cidre tout à l'heure, c'est moi qui ai bu les 2 tiers, je pense d'ailleurs, hein, c'était vraiment un problème. Hein. C'est bon le cidre. Hein. J'ai hâte d'en faire. Vraiment hâte d'en faire. On t'écoute en soirée, ça fait plaisir. Il y a des gens qui ont des sacrés hobbies en soirée. Hein. M'écouter parler de révolution permanente et machin. Je suis chez mon copain qui t'aime beaucoup. Terrible. C'est terrible. Pourtant, je l'ai pas vu samedi, ton pote. Hein. Comme quoi, il m'aime pas assez. Bravo. Bref. En tout cas, le mouvement du 10 septembre. Alors, du coup, je me suis fait engrainer, moi. Forcément, du coup, j'ai croisé Madame France Insoumise de Fougères, que je connais. Qui s'appelle, je vais pas dire son nom, mais elle avait sa tête sur des affiches législatives de 2022. Et savoir qu'ici, il essaie de faire une union de la gauche pour les municipales. Et
Et du coup, je me suis fait engrainer, je me retrouvais à faire des réus. Moi, tu sais, on s'est vu hier soir. On s'est pris une pub. Ah, terrible. Oui, on s'est vu hier soir. On s'est vu hier soir, ce qui me fait un sacré dilemme, parce que normalement, j'ai une réunion politique mercredi à 20h. Je me suis fait engrainer en manif. Je vais essayer de partir au municipal ici, moi, peut-être un peu. Et en même temps, ce serait bien que je tue Dimensius. Donc, toujours ça dans ma vie. Il faut savoir faire passer les priorités entre ce que le pays doit tendre à gauche, ou est-ce qu'il faut que je tue le dernier boss du dernier raid du patch en cours sur World of Warcraft. C'est le dilemme de ma vie depuis 20 ans. Voilà. Déjà, quand j'envoyais chier les socialistes qui tractaient à la fac, je jouais. Donc bon. Réunion politique ou Dimensius HM. Sauf si on le tue dimanche, mais oui. Je dois rentrer plus tôt de la fête de l'UMA pour pouvoir venir raid dimanche, donc c'est te dire. Hein. Le cidre, je suis client, en plus on n'est pas loin. Mais j'attends d'avoir des pommes pour. En fait, alors moi, sur Amazon, j'ai repéré les pressoirs, les machins. J'ai fait 2 bouteilles de jus de pomme, l'extracteur de jus. Au bout d'un moment, ça sentait le cramer dans le rotor et ça faisait de la fumée. Donc, t'es là dimanche toute la soirée? Je le saurai demain. Je le saurai tout à fait demain. Donc c'est la question. Parce que du coup, si je vais à la fête de l'UMA, faut dire que je reparte dimanche à 16h. T'as pas des presses mobiles qui se baladent lors de la saison? Je ne sais pas, plombier tropical, quel nom incroyable. J'espère que tu es plombier dans une région tropicale. Et quels sont les problèmes de plomberie dans les régions tropicales, j'ai envie de te dire? Non. Ah, bon. Sois longue, hein. Tiens, regarde. C'est ton vrai pseudo, Monsieur Kuntz? Je sais pas que t'étais allemand. C'est ton vrai pseudo? De ton vrai compte? J'espère que dimanche ça tombe. Hein. C'est bon, j'ai pigé les cercles et tout. Je mets plus de cercles dans le groupe, c'est incroyable. J'ai vraiment très envie de tuer Dimensius. J'aime beaucoup ce boss. Et j'ai très envie d'avoir les 3K de cote, mais j'ai loupé une semaine et j'ai l'impression d'être giga en retard. Non, je suis un copain, donc c'est pas ton pseudonyme, donc je te mets pas VIP sur la chaîne. Ok, c'est bon, c'est. Starship Simulator bientôt. Stardust m'a fait découvrir ça. Faut que je découvre. Le plus drôle, ce sont tous les manifestants qui ont voté Macron pour faire barrage et qui osent manifester. Vous avez voté pour ça, les gars. C'est la fin de la gauche. Soon, ça sent, ça se voit. En plus, c'est ce qui arrive aux US, ça va être chaud. Ce qui arrive aux US, ça va être chaud. Me dit-il. Référence Groland. Ah. Moi, je connais Michael Cull. Mais le VIP quand même, sinon il me vire de chez lui, là. C'est pas mon problème. Hein. Ah, vous savez, ce sont vos histoires. Les gens ont le droit de se tromper. Alors moi, surtout... Alors, moi, ce qui me fait rire sur le mouvement du 10 septembre, mais ça, c'est les gens, vous savez. Les nouveaux venus en politique. Ils te disent... non, mais il faut pas manifester. Il faut juste arrêter de payer avec la carte bleue pendant une journée. Ça peut penser, il y avait eu comme il y avait eu des mouvements boycott Amazon pendant une journée. Est-ce que vous croyez que la Société Générale, elle s'en bat les couilles que vous allez pas au restaurant le 10 et payer avec votre carte bancaire? Est-ce que vous croyez que la Société Générale, ils s'en battent pas les couilles? La réponse est si, hein, ils s'en battent les couilles. Que vous alliez pas faire vos courses le mercredi, mais que vous y allez le jeudi. Ils s'en battent les couilles. Vraiment. Alors, vraiment. Par contre, jeter un cocktail Molotov dans la préfecture du Puy-en-Velay, ça s'est passé. C'est pour ça que je cite cet exemple. Je dis pas qu'il faut le faire, parce que moi je suis très républicain et démocrate, évidemment. Beaucoup de gens ne s'en battent pas les couilles. Voilà. Je t'ai répondu oui, je sais pas quoi te répondre. J'ai voté Bayrou en 2012. Oh, je m'en vais. Au premier tour. Oh là 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 là. Mais en fait, moi, vous savez ce que je vous dis, c'est que
Heureusement que les gens, ils évoluent. Il y a des gens, ils sont à droite à la base. Il y a des gens, ils sont un peu faf. Il y a des gens, ils sont un peu racistes. Il y a des gens, ils sont un peu sexistes. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour avancer tous dans une bonne direction, dans la direction qui nous intéresse, nous, gauchistes qui voulions que tout le monde ait des cheveux bleus et soit bisexuel. C'est un modèle de société qui m'intéresse à titre personnel. Ben, il faut bien commencer quelque part. Les gens peuvent pas naître comme ça. Donc, il faut bien, voilà. On accepte tout le monde, c'est pas grave. Faites votre examen de conscience. Et peut-être même, vous avez beaucoup de choses à nous apporter. En cela que vous connaissez les discussions, les stratégies de l'ennemi. Peut-être ensemble on peut les déjouer. Bon, rejoignez pas le train trop tard. Il y a un moment où on fermera la porte. Hein. Il faut se positionner quand même au bout d'un moment. Voilà. Après, le boycott, c'est un moyen d'action qui a une efficacité en Afrique du Sud, en Palestine. Non, mais oui, mais là, on parle pas de ça. Genre le boycott de la Coupe du Monde de Qatar. Vous vous en souvenez? Moi, je m'en souviens. Hein. Tous ceux qui regardaient pas le foot ont boycotté le foot. Oh, bah, incroyable. Ça a tout changé. Voilà, de manière un peu cynique. Hein. J'ai des cheveux bisexuels, ça compte. On prend, on prend, on prend. C'est la quantité qui fait que c'est intéressant. Si la totalité des Français n'achètent rien pendant un jour, c'est un énorme impact. Mais en vrai, même pas. Mais j'ai envie de vous dire, mais même pas. Même pas. En plus, on est dans l'arrière-saison. La moitié des gens que je connais qui bossent en restauration, ils sont soit en vacances, soit ils nous disent en ce moment on tourne à 10 couverts. Alors, s'ils font 10 couverts de moins dans la semaine, ça change rien du tout. Mais vraiment, enfin, par exemple. On est dans une période où les gens ils sont déjà sur l'arrière-saison, ils sont déjà très vides, il se passe déjà plus rien. Bon. Parce que tout le monde tire du bif le 9 et ça ressort la carte le 11. Ouais, non mais voilà. Vous saviez, on avait déjà eu le coup. Mais moi, vous vous en souvenez pas. Mais vous vous souvenez pas d'Éric Cantona qui avait dit retirez tout l'argent des banques, boycotte les banques et tout. Putain, on a déjà connu ça. En fait, c'est pas nouveau. Ça, c'est des trucs. C'est terrible à dire, mais c'est des gens qui connaissent rien à la politique, qui se disent putain, j'ai une idée de ouf, de zinzin. On va faire ça, ça va bien les faire chier. Alors que, bah, nous qui sommes là-dedans depuis 10-15 ans, on sait que ça sert à rien. Genre, on le sait. Puis j'ai envie de vous dire, on a fait de la grève perlée pour la réforme des retraites pendant 3 mois, à bloquer une journée par semaine toutes les petites villes de province, avec une adhésion massive de la population. Alors là, je prends ma casquette, j'ai pas de casquette, si j'ai une casquette. Je prends ma casquette de patron, voilà, les patrons portent ce genre de casquette. C'était vraiment pas difficile de s'organiser autour de ces journées. On avait le calendrier très longtemps à l'avance, on nous disait bon bah là tel jour s'il y aura peut-être bloqué, ce sera peut-être machin. Donc moi je disais à Léa, ben prends ton après-midi, puis on fera une réunion la veille, puis on fera un point le lendemain, puis c'est pas grave, voilà, tout va bien. Voilà. Alors là, la même chose sans grève. Si personne ne bosse mais reste chez lui, ça marcherait comme coup de pression. Ça s'appelle la grève. Et non. En fait, oui. Oui. La grève, ça marche quand tu bloques un pays 3 semaines. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait aucun camion qui sort de la raffinerie. Typiquement. Aucun camion sort de la raffinerie. Plus d'essence nulle part en France. Oui, là, ça marche. Vous savez, dans les Outre-mer, ils font quelque chose qui marche très bien. Ils bloquent les ports. Il n'y a plus rien qui arrive sur l'île. Pendant 2 semaines. Bah là, tu négocies. Il n'y a plus rien, plus personne n'a d'activité économique, t'es obligé de négocier. Tu bloques le port une fois par semaine. Oh, c'est chiant, mais bon, on s'y fait, quoi. Donc voilà. C'est au bout d'un moment,
Bloquons le port de Paris. Moi, je veux plus un bateau mouche sur la Seine. Ah ben, il faut du rapport de force. En fait, c'est terrible, il faut du rapport de force. T'as pas le choix. C'est comme pour tout dans la vie. Quand les personnes ne veulent pas discuter, quand les personnes ne veulent rien céder, il faut du rapport de force. Politiquement, c'est quelque chose que t'apprends très vite et souvent à tes dépens. Mais oui, les gilets jaunes l'avaient appris à leurs dépens d'ailleurs. Voilà. Sauf que le rapport de force des flics est bien supérieur. Bah en fait, vous savez ce qui est le pire pour la police. Ce qui est le pire, c'est pas une manifestation prévue en préfecture avec un tracé bien voilà avec des horaires. Ce qui est le pire, c'est les manifestations spontanées et incontrôlables. Les gilets jaunes avec les ronds-points, c'était ça. Tu sais pas où ils seront, tu sais pas combien de temps ils vont rester, et tu sais pas exactement ce qu'ils comptent faire, et tu sais pas exactement ce qu'ils pensent, et ils ont pas exactement vraiment une autorité à laquelle ils obéissent. Ça, c'est pire que tout c'est pire que tout, ça. D'ailleurs, pourquoi les flics obéissent? Ils font partie des premières victimes de cette politique, c'est chelou. Bah, vous savez, il y a le syndrome de Stockholm. Hein. Bon, syndrome de Stockholm. Il y en a, ils aiment bien l'autorité. Voilà, ils aiment bien la police. Ils aiment bien qu'on suive. Voilà, ils aiment bien. Ils aiment bien les fusils. Ils aiment bien. Voilà, ils aiment bien se faire respecter. Ils aiment bien plein de choses. Ouais, alors les flics, ils ont ce truc de ils savent pas trop s'ils doivent. Moi, je pense que c'était un peu ça à Fougères. Bon, les flics à Fougères, ils tapent personne. Hein. Ils connaissent des gens dedans. Moi, j'ai vu un gars de la voirie, du coup, faire un coucou aux flics parce que ça doit être un de ses potes, un de son frère ou j'en sais rien. C'est toujours un peu plus compliqué. Voilà. Tu distribues quelques tracts marxistes en école de police, si ça se trouve, ça change tout. J'en connais j'ai connu des policiers qui ont été de gauche, mais ils ne sont jamais vraiment restés dans la police, finissent toujours par répartir. Voilà, donc c'est toujours un peu bon. En tout cas, en termes d'efficacité, là pour l'instant, voilà, ça fait des pique-niques, c'est gentil, ça pense que ça peut résoudre les choses comme ça. Je ne pense pas. Mais voilà, il faut laisser l'expérience politique se faire pour aller pour aller vers du blocage. Voilà. Moi, vous savez, j'ai besoin d'un moment transpalette avant de finir le mandat de Macron. J'ai besoin d'un moment gilet jaune boxeur. J'ai besoin voilà, d'Emmanuel Macron qui a peur quand il voit son avion s'envoler sur le tarmac, poursuivi par Denis et Robert, qui gueulent ouais fils de pute. Voilà, ce genre de truc. Appel à la violence. Je sais pas ce que j'ai dit. Je dis juste que tu négocies pas quand tu te sens puissant. Tu négocies quand tu te sens vulnérable. Voilà. C'est tout. Tu négocies quand tu sens que tu as à gagner à négocier. Pas quand les autres ont tout à y perdre. Voilà. Je n'appelle pas à la violence, c'est interdit, je n'appelle pas à la violence. Je dis juste qu'on a beaucoup d'expérience aujourd'hui dans les mouvements sociaux. On a une histoire. Qu'au bout d'un moment, le rapport de force, il y a un bras de fer. Si tu veux mener le bras de fer, voilà, il faut le mener, quoi. C'est tout. J'ai l'image de Denis Robert qui poursuit Macron. C'était pas Denis Robert. C'était Denis et Robert. Je sais pas comment il s'appelait. Voilà. Comme le jour, les gilets jaunes étaient à quelques mètres de l'Elysée, bizarrement, les jours après, des yeux sont tombés. Ouais. Le transpalette. Et franchement, le coup du transpalette, vous avez pas kiffé? Moi, j'ai kiffé le coup du transpalette. Voilà. Moi, m'imaginer Macron devoir fuir dans un hélicoptère, ça me régale, je dois le dire, ça me régale. En fait, à ce moment-là, il touche du doigt ce que beaucoup vivent au quotidien. T'as pas la ref?
Alors c'était au ministère du Travail, non? Il y avait un mec qui avait pris un transpalette pour enfoncer la porte du ministère du Travail. Si je mets transpalette. C'était ça, non? Transpalette, ministère. Il y a un article qui s'appelle Le récit de la rencontre d'un transpalette et d'une porte du ministère des Relations avec le Parlement. Voilà, bon. Ouais, je sais que beaucoup de gens sont tristes pour le bus. Le bus de Rennes, par exemple. C'est pas cher payé un bus, hein. Enfin, c'est cher payé. Un bus contre la liberté, moi je prends, voilà. Je pense que les choses ne pourront changer que depuis les petites et les moyennes villes. Oui, en fait, la sensation d'incontrôlable, la sensation de débordement, tout se passe trop vite, de manière... En fait, la maladie est partout, quoi. C'est une septicémie, quoi. Ce qu'il faut au pays, c'est pas une inflammation localisée, c'est une septicémie. Donc globalement, un peu. C'est bizarre comme image. Mais bon. Je suis triste pour le gars à Montpellier qui s'est headshot par un canon d'eau. Ouais, j'ai vu l'image. Elle est folle l'image. À quand ce qui se passe au Népal en France? On n'appelle pas à la violence, voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'assassinat de Charlie Kirk? On peut être contre la violence par les armes, on peut aussi ne pas pleurer la mort des fascistes. Voilà. Elle est pas de moi. Elle est pas de moi. On me l'a dit tout à l'heure. Je l'ai trouvée très bien. Voilà, elle est pas de moi. Voilà, elle est pas de moi. Elle est pas de moi. Je sais pas si c'est exactement la phrase que tu as écrite, mais elle est pas de moi. En tout cas. Bon courage pour être de gauche aux USA à partir d'aujourd'hui. J'ai vu qu'il y a des jeunes qui deviennent déter en mode marxiste et tout. Moi, je pense qu'on manque de marxisme aujourd'hui. Même en France, on manque de marxisme. Voilà. Après, bon, ils ont plus de chemin à faire, du coup, forcément. T'as vu l'histoire de l'infiltré dans les ZAD et dans les squats? Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu, non. Ça doit être bien sympa comme histoire, ça encore. On manque de lutte des classes. Je pense que la lutte des classes est quelque chose qui... Et de conscience de classe. Voilà, bon, j'utilise les mots un peu compliqués, là, alors qu'il va faire nuit et que je suis en train de regarder des images de transpalette. Pourquoi je regarde ça? Ah oui, parce que... Bon. On manque un peu de corps, on manque de... Voilà. Free transpalette, ah bah... Ouais. De matérialisme dialectique. Il y a un gars, je le connais, hein, un rencontreur, du coup, mon événement samedi, qui m'a posé une question. D'un point de vue matérialiste, du matérialisme marxiste, commence la question comme ça. Ça va, je le connais, je savais où il en venir. La question était intimidante un peu. Elle était bien la question. Elle était intimidante un peu pour mes collègues. Mais oui, c'est vrai que les partis ne structurent plus. Puis même maintenant, les partis. Alors, j'en discutais hier avec un pote. Et j'ai un pote qui bosse aux abattoirs ici, à Fougères. Faut savoir que les abattoirs de Fougères, c'est peut-être. Je sais pas si c'est la plus grosse section syndicale, mais c'est l'une des plus grosses sections syndicales du pays de Fougères, c'est la CGT des abattoirs. Et il me disait qu'il venait de se syndiquer et que du coup,
La CGT localement, en gros, était en train de se tâter à l'envoyer pour être délégué du personnel et tout. Et il disait qu'ils ont un délégué CGT dans le même groupe, qui est bien placé maintenant, qui est ouvertement d'extrême droite et qui a sa carte au RN. Délégué CGT. Et tu vois, on en est là, quoi. On en est là où même des syndicalistes maintenant font plus, sont en mode le problème c'est les Arabes. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Le problème c'est les patrons, oui, mais c'est les Arabes. Alors la question c'est, est-ce que ces gens-là étaient déjà d'extrême droite? Est-ce qu'ils le sont devenus? Est-ce que la CGT se fait noyauter par l'extrême droite? Je pense que oui, aussi, bien sûr. C'est évident, l'extrême droite noyote beaucoup de groupes, beaucoup de petites associations de quartier, des écoles, des machins. Ça fait partie de leur stratégie, comme beaucoup. Cela dit, la gauche a aussi beaucoup de stratégies de mouvement de recul, de se désengager de certains champs dans lesquels elle était très présente à l'origine. Là où elle a encore pourtant beaucoup de profils intéressants, mais bon, ça c'est un peu dommage, bon bref. La technique du club de foot, ouais. Là où la gauche a une stratégie un peu en ce moment de concentration des forces, et donc du coup, quitte à délaisser certains territoires ou certains pans de la société, c'est un peu dommage, bref. Mais non, en fait, vous pensez que déléguer CGT au RN, c'est un truc qui n'existe pas, mais de plus en plus. C'est des problèmes de plus en plus courants. C'est pas tout à fait récent, mais c'est de plus en plus répandu. Vraiment. Hein. Et donc oui, les corps intermédiaires, avant, faisaient ce travail de formation politique. Et ils ont de plus en plus de mal à le faire, et ils ont de moins en moins l'espace où le faire, parce que l'archipélisation du monde du travail, on pourra en parler aussi. L'ubérisation du monde du travail participe à ça. La plupart des grands groupes aujourd'hui sont fragmentés en plein de sous-traitants qui empêchent en fait la formation syndicale, la réunion des travailleurs autour de leurs intérêts, etc., etc. J'ai pas de syndicat qui est le plus préservé de l'entrisme d'extrême droite. Je pense qu'ils sont tous en partie un peu gangrénés aussi par l'extrême droite. Mais en fait, je sais pas, vous avez l'air de tomber du ciel. Mais vous savez, c'est pas parce que la structure d'un syndicat est plus à droite ou plus à gauche, comme la CFDT qui est plus à droite, que tous les délégués, vous savez, tous les délégués du personnel d'un syndicat ne représentent pas les idées nécessairement de ce même syndicat. Et des délégués, enfin, si je tape RN-CGT, qu'est-ce qui sort? Les sympathisants des syndicats ont moins voté RN qu'aux européennes. Aux législatives, bah tant mieux, mais bon, combien? Il y a quand même 19% des gens syndiqués de ce pays qui votent RN, qui ont voté RN au premier tour des législatives de 2024. C'est quand même 1 sur 5. Voilà. C'est seulement 61% des syndiqués à la CGT qui ont voté NFP. Le RN a obtenu 19% des voix des syndiqués CGT. Il y a un syndiqué CGT sur 5 qui vote RN. Et il y a quand même un syndiqué CGT sur 5 qui vote Macron. Ça, pour le coup, c'est... Vous voulez que je vous dise? Putain, le syndicat où le RN est le plus élevé, c'est Force Ouvrière. 27%. Quand même. Et la CFDT... Voilà, CFDT, c'est beaucoup des macronistes. NFP devant quand même. 35% NFP, 29% Macron. Et 17% RN. Il y a plus de gens qui votent, il y a plus de gens de la CGT qui votent RN que les gens de la CFDT. Mais peut-être parce qu'ils votent tout simplement beaucoup plus Macron, quoi. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que vous découvrez le problème de l'entrisme d'extrême droite et du l'extrême droite, elle gangrène la société en globalité. Évidemment,
Évidemment que dans tous les gens qui sont en mode y en a marre, coup de pied dans la fourmilière, tout ce genre de conneries, il y a des gens qui soient aussi, il y a des gens là-dedans qui sont syndiqués et qui votent RN, il y en a plein. Alors là, je suis dans les clés du social. La source, c'est quoi? Un sondage réalisé par Toluna Harris Interactive durant la journée du 30 juin 2024 auprès d'un échantillon de 6080 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans ou plus, dont 5276 inscrits sur la liste électorale analysée selon la méthode des quotas. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le syndicat où il y a le moins de RN, c'est la FSU. 4%. Voilà. Mais moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Moi, mon père était délégué CGT. Mon père a passé 40 ans à la CGT. Il a voté Marine Le Pen au second tour en 2024. En 2022, pardon. Il a voté Mélenchon premier tour. RN deuxième tour. Voilà. Parce que pareil, ça, les électeurs de gauche se mettent la tête dans le sable et se disent ces gens-là n'existent pas. C'est quasiment une personne sur 6. Donc voilà. Ça parle, je sais, j'ai pas téléchargé l'étude entière. Faudrait recouper avec une autre étude qui parle de secteur d'activité, quoi. Accélérationnisme. Mon père, c'est vote anti-Macron. Mon père, c'est vote anti-Covid. À l'époque, mon père, c'est ça aussi. Vote anti-pass sanitaire. Vote pro-Didier Raoult. Tout ce merdier, là. Souvenez-vous de l'impact du Covid sur la gueule, dans la tête des gens. Hein. Alors après, il y a tout ce truc aussi de les jeunes foutent plus rien. Ça, mon père aussi, il a un peu ce discours. Les jeunes foutent plus rien. Plein de vieux qui ont ce discours. Nous, à l'époque, on sortait les doigts et on pouvait acheter une maison, faire 3 enfants, avoir une résidence secondaire à la Baule et acheter le camping-car pour faire l'aller-retour entre la résidence principale et la résidence secondaire. Bah ça, c'est fini depuis un moment quand même. Hein, aujourd'hui, les jeunes, ils se logent plus du tout. Tout court. Parce que tous les Jean-Michel trustent les places. Donc bon. Ça, c'est compliqué, hein. Mon père, il jouait au tiercé quintet avec ses potes de boulot dans les bureaux de la SNCF. Oui, mon père faisait pareil. Mon père, il jouait au... Il faisait le tiercé. Ou alors, il faisait le couplet. Il pariait que sur le 9 et sur le 11 dans le désordre. Voilà. Mon père, il faisait ça. Parier sur les chevaux. C'est vrai que mon père faisait ça. C'est un peu perdu, ça. Bon, Griezmann en fait énormément la pub hein, pour rattirer les jeunes vers les courses hippiques, mais ouais. Il pourrait acheter une maison s'il changeait pas d'iPhone tous les ans. Putain, j'ai lu ce commentaire sur la page Fougère et moi sur les blocages de Fougère du 10 septembre. Littéralement. Ah ben ça, pour acheter des iPhones à 1 300 €. J'étais en mode bon. Il y a aussi, à la base, on devait tous rester chez soi pour bien les emmerder. Mais ça, la France insoumise et les gauchos, comme ils veulent pas travailler et comme ils adorent emmerder les gens, eh ben ils préfèrent sortir. Oui, c'était un plaisir de passer 2h30 hier sous la pluie. C'était incroyable. Je suis de droite, mais je suis d'accord avec vous sur ces points-là. Je suis d'accord avec le fait que tu sois de droite, ça commence à se voir. C'est bien de sortir du bois. C'est mieux quand les gens ils savent à qui ils parlent. Moi, je suis de gauche, par exemple.
Je suis sûr que si on comptait le temps, on nous fait chier sur nos jours de repos pour un petit truc. Ça montrait qu'on travaille plus qu'eux. Ah mais c'est sûr. J'ai pas de souci avec ça non plus, tant que tu dis pas des dingueries. Par contre, après, si tu dis des dingueries, attention. Si nous ne sommes pas en démocratie, hein, je vous le rappelle, nous sommes en linguistico-linguisticaécratie. C'est le pouvoir de monter de linguistique. En montécratie. Une dictature éclairée. Oh, sur ce chat, ouais, on est sur une dictature éclairée, effectivement. Ça dépend beaucoup de mon état de fatigue et de ce que j'ai mangé le midi, je vous préviens. C'est la part d'arbitraire hein, dans mes décisions. J'ai bossé pour faire des automates pour remplacer des humains, alors pourquoi tout le monde ne profite pas de ce progrès? Mais en fait, c'est le truc qu'on voit même sur l'orthographe, hein, vous savez. Hein, moi, quand je dis le code orthographique n'a aucun sens, on me dit non mais il faut l'apprendre, faut l'enseigner à tout le monde, nous on s'est bien fait chier à l'apprendre. C'est pas un argument ça. C'est pas un argument. Et d'ailleurs souvent c'est un argument assez faux, vous savez, c'est comme mon père qui disait des fois, mon grand-père on disait des fois, ah bah une bonne guerre, hein. Mon grand-père mon grand-père n'a pas, était un peu jeune pour connaître la guerre. Ma grand-mère l'a connu un peu. Et mon autre grand-père l'a connu un peu plus. En vrai, les gens qui avaient vraiment connu la guerre, c'est pas les trucs qu'ils disaient, hein. Ils disaient pas une bonne guerre, hein, les gens qui avaient fait. Moi, mon oncle qui a fait l'Algérie, il dit pas une bonne guerre, hein. Mon père, il est passé de full boomer réac à full nique les riches, mais nique les filles, vive Roussel et le barbecue. Franchement, écoutez, moi, ce que je vous dis, c'est toujours ça de prix. Voilà. Moi, c'est ce que je dis aussi aux gens en période électorale. Vous aimez pas LFI, votez pas LFI. Mais votez à gauche quand même. Voilà. C'est toujours ça de prix. Vous savez, je suis un peu en mode... vous avez l'amour de Jésus, mais vous détestez le pape, bah, c'est pas grave, devenez orthodoxe. Il y aura quand même Jésus dans votre cœur. Voilà. D'abord Jésus, et après, je vous mets sur le pape, mais voilà. Après, je suis pas catholique. Hein. Même ce que nous propose la droite ne me convient pas. Bah c'est bien, peut-être qu'on finira par te convenir. On espère. Comparaison osée mais rigolote. JLM égale le pape confirme. Je n'avais même pas fait attention, mais c'est vrai que ça marche comme ça. C'est vrai. Encore matricé par The Chosen. Putain, mais Jésus qui rentre dans Jérusalem sur un anon là. Waouh, incroyable. Putain, incroyable. J'ai trop envie de voir la saison 6, j'en peux plus là. Quand est-ce qu'ils la sortent? Je veux voir Jésus, je veux voir le procès de Jésus. Je sais ce qui va pas se passer, je le sais, mais je veux voir Jésus faire l'ascension et puis revenir et dire chais, je vous l'avais bien dit et repartir comme un prince là, putain. Après, le traitement de Judas est un peu partial dans la série, voilà. Judas passe un peu pour quelqu'un de pas de confiance. Ce que je trouve un peu dur. Voilà. Je trouve ça un peu dur. Mais putain. Après, si jamais je devais choisir un culte chrétien, je prendrais ni le catholicisme, ni le protestantisme, ni l'orthodoxisme. Moi, je deviendrais judéo-chrétien. Histoire de bien me faire détester par les juifs et par les chrétiens d'aujourd'hui, là. Histoire de... Toujours un peu, moi, j'ai... Bon, non, je serais pas évangéliste, c'est la version ubérisée. Et la version un peu... Non, trop les mots, les textes. Non. Mais il trahit pas vraiment, Judas. Pour moi, il rend service. Bon, faut bien que Jésus se fasse sacrifier un moment pour que la prophétie se termine. Il rend service, Judas. Si ton salaire te permet juste de manger et de dormir, ça s'appelle de l'esclavage. Oui. À Ponce? Ponce Pilate? Je m'en lave les mains, a-t-il dit. C'est pas la méta EU4.
Moi, j'aime bien, vous savez, moi, j'aime beaucoup la religion. J'aime beaucoup tout le lore qu'ils ont développé avec le gars qui transforme l'eau en vin, qui multiplie les poissons, il marche sur l'eau. Il y a 2-3 délires comme ça. Moi, je trouve ça cool. L'histoire est sympa, hein. L'histoire, elle est un peu cool et tout. Ouais, Jésus, il est anticapitaliste à la base. Il est en mode révolution. Nique la bourgeoisie de l'époque, nique le Sanhédrin, tu vois. Et ouais, les Parisiens, quelle bande de sacs à merde. Bon, il le dit pas comme ça. Oui, c'est bien sûr que ça vient de là, le Pilate, Ponce Pilate. Ah non, là, comment, le Pilate... Là, tu parles du sport? Non, ça vient d'un mec qui s'appelait Pilate. Mais c'est un autre gars, c'est un Américain. Il y a un lore de zinzin, ouais. Avec un dieu de l'Ancien Testament que si jamais tu bouges un tout petit peu, il te fout droit sur place, parce qu'il déteste fondamentalement les hommes. Et avec le dieu de Jésus qui est le même, qui lui n'est qu'amour. Et Jésus est lunatique. Voilà, ce que je retiens. Jésus est un... Dieu est un lunatique. Dieu est un manipulateur narcissique. Et Jésus est son VRP qui vient te gaslight pour te vendre les pompes à chaleur. Voilà, bon, voilà les pompes à Dieu. Voilà, Mais j'aime beaucoup. Voilà, moi, je n'insulte aucun croyant ici. Hein, croyez bien ce que vous voulez. Notamment si c'est Karl Marx, notre cher sauveur, bien sûr. Mais bon. Moi, j'aime bien tout ce lore, voilà. Ouais, dans le gameplay. Alors, puis, la player, ouais, c'est vrai. Ponce Fleur, ça vient de là aussi? Je ne pense pas. Je ne pense pas que le pseudonyme de Ponce vienne de là. Jésus, c'est quand même l'inceste ultime vu qu'il féconde une meuf de lui-même. On va pas rentrer dans les questions de la Trinité, l'Immaculée Conception, tous ces trucs un peu théologiques, c'est ce qui fait que les schismes apparaissent, et moi, vous savez, je veux qu'on fasse l'union de la gauche, je veux pas qu'on fasse le schisme. Donc on traitera la question de la virginité de Marie plus tard, d'abord l'amour de Jésus. De Mélenchon, de la gauche, de ça, là. Ça vaut pas Warhammer 40 000. Ça a moins pris en termes de religion d'État. Remarquera. Je reviens de soirée BM, il y a monté Good Day. Soirée BM. Blood Mallette. Parce que BM, il manque 2 lettres au milieu. Il manque le D et le S. À cette heure-là. Non? Oublié. BM... Ah, je pense pas. La Trinité, le rouge, le marteau et la faucille. Voilà! Regarde. Soirée beurre miel. C'est pas incompatible. Hein. Et le D, c'est pour diabète et le S, c'est pour sucre. Beurre, diabète, sucre et miel. C'est ça, BDSM. Black Metal. Ah oui, aussi. Soirée Bernard Montiel. Incroyable. On s'est refait tous les sous le soleil. NSBM. Ne se branle manuellement. Non. Ce qui me préoccupe, c'est la réponse des impôts. Mon quotidien est fascinant. Ah, on a tous nos problèmes. Hein. On a tous notre croix. Comme l'a dit un certain Galiléen, ayant beaucoup vadrouillé du côté de Capharnaüm, c'est la vie. Je suis pas sûr qu'il ait dit ça. Retour de soirée Burger King à Pau avec Bayrou monté en live. C'est une bonne journée. C'est bien. Moi, ce que j'admire chez vous, pour certains d'entre vous, c'est que vous avez vraiment des plaisirs simples. Voilà. Si passer une bonne soirée, c'est m'entendre doumer sur la gauche, à bientôt 3h du matin, bah,
C'est bien, vous êtes adapté à ce monde. Vous êtes adapté à un monde où les plaisirs doivent être simples et où l'espoir est inexistant. Non, l'espoir, c'est tout ce qui nous reste. C'est dur de le maintenir en vie. Parce que reste-t-il à part la fatalité? À défaut d'avoir du pognon, on fait comme on peut. Écoute. Bah oui, parce que si jamais t'avais du pognon, tu m'en donnerais. C'est très gentil à vous d'ailleurs de nous soutenir sur Tipeee. Tous les mois, et on vous remercie vraiment pour ça. Et on vous remerciera jamais assez d'avoir cliqué sur les liens HelloFresh aussi, bien sûr. Ils ont été contents, HelloFresh, que vous cliquiez sur les liens. Je vous le dis. C'est un mystère pour moi. Parce que quand on propose à HelloFresh des OP pour YouTube, ils nous disent oui, non. On négocie les tarifs, ils nous disent oui, non, un peu trop cher, les tarifs. Alors que pour Twitch, on n'a pas fait beaucoup de ventes, on en a fait 5. 5 personnes ont pris mon code pour pouvoir s'abonner à HelloFresh. Ils sont contents. Bah écoutez. Bah moi j'ai cuisiné HelloFresh à quelqu'un du chat ce soir, pour de vrai. Et je crois que c'était une recette plutôt ok, conquilier au parmesan et aux champignons. Je crois que la personne a été relativement convaincue. Je pense que HelloFresh sont en ce moment... C'est pas tout prêt. Non, tu reçois juste les ingrédients. Il faut que je prépare les ingrédients. Par contre, il y a des trucs qu'il faut aussi que tu aies chez toi. Il faut que tu aies du sel, du beurre, du bouillon, du vinaigre, de l'huile, enfin, truc de base, quoi. Tu touches une com au clip ou juste à l'achat? Ah non, je touche une com ni au clic, ni à l'achat. Donc, ah bah après, tu peux choisir. Alors, je te fais la pub alors qu'il n'y a plus du tout d'OP, hein. Mais tu peux choisir que sur HelloFresh, quand tu cliques, tu peux dire, bah moi, j'ai pas beaucoup de temps pour faire à manger, et du coup, tu peux avoir des recettes prêtes en 15 minutes. Voilà. Tu peux dire, bah moi, je fais du sport, moi, j'aime tel type de cuisine, moi, j'ai tel interdit alimentaire, et en fonction, tu choisis tes repas, quoi. Voilà. 15 minutes, c'est trop. Ah non, mais au bout d'un moment, faut se nourrir correctement, un minimum. J'avale mon shaker de prot. Ça, c'est une vie que je comprends pas. Vous êtes vraiment les humains dans Alien, quoi. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Moi, j'aime bien faire à manger, prendre le temps, couper les ingrédients, etc. Petite code dépression, tu manges pas, ça fait des économies. Non, la dépression, moi, mon expérience de la dépression, surtout, tu manges mal. Genre, tu manges pas, et puis après, tu vas boire un pot de Nutella au Carrefour, et t'achètes un pot de Nutella et tu manges un pot de Nutella. J'ai essayé, le principal problème, c'est que c'est pour 2 minimum, et une semaine sur 2, je suis solo. Ah, après, moi, moi, j'ai fait pour 2, mais pour moi. Mais du coup, ça me fait... ce que je cuisine, ça me fait toute la journée. Vous n'êtes pas capable de faire vos courses et vous faire à manger, on est fichu les gens, c'est la base, quoi. Bah, tout le monde n'a pas le temps. Quand même, si je peux me permettre. Au prix où ça coûte d'avoir une voiture, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, ne serait-ce que les moyens de locomotion pour aller faire les courses. Et comme ça coûte vachement plus cher en supérette et en centre-ville que d'aller dans les zones commerciales, bah, plein de gens ne peuvent juste pas y aller. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens ne peuvent pas avoir le temps de faire à manger. Il y a énormément de gens qui n'ont pas le temps de faire. Moi, j'ai grandi dans une famille un peu traditionnelle. Donc, bah, nous, mon père faisait à manger à la maison ou ma grand-mère. Oui, on vivait à plusieurs, quoi. On vivait à 5 ou 6. Donc, t'avais une personne qui cuisinait pour 5 ou pour 6. Et quand on allait chez mes grands-parents, c'était pour 10, etc. Dans un milieu où le lien social s'est très largement délité, où les gens sont de plus en plus isolés les uns des autres, où il y a aussi un truc, c'est qu'on ne vit... la taille des foyers réduit. Genre, le nombre de personnes par foyer a tendance à réduire. Bah, on a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui vivent seuls qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 40 ans. Bah, ces gens n'ont pas nécessairement le temps de faire à manger. Voilà. Je fais 120 kilos, si je devais me faire un bouffer pas prêt direct, ça me prendrait la vie.
Alors moi, mon expérience de faire à manger, c'est pas... les quantités changent très peu sur la vitesse ou le temps que ça prend. Sauf si jamais vraiment t'épluches tes patates, par exemple, bon bah voilà, tu mets 2 minutes de plus pour éplucher les autres. Ce qui est les plus long, c'est les temps de cuisson, mais bon, souvent tu prends des plus grands récipients, tu mets plus d'ingrédients dedans. C'est plus les étapes, les trucs un peu, bah voilà, cuire tel truc à la vapeur, ça prend telle durée. Que tu mettes 5 patates ou 10 patates dedans, ça prend la même durée. Bon. Ouais, tranquille entre vous, s'il vous plaît. Les gens ont tous des raisons qui leur appartiennent de pas avoir le temps de faire à manger ou de se restaurer différemment. Je vis seul, je ne trouve plus aucun plaisir à cuisiner juste pour moi. Manger, c'est juste devenu utilitaire. L'un des avantages que moi je trouve à HelloFresh, c'est que t'as des quantités qui sont scale pour des repas pour deux. Là où t'as plein de trucs que tu n'achètes que si jamais tu fais des repas pour 10, quoi. Euh... Ou alors faut en bouffer pendant 3 jours. 4 jours. Donc les quantités sont scale. Ça évite le gâchis, quoi. Repas pour deux humains normaux, non? Alors c'est copieux. C'est quand même copieux. Je pense qu'ils sont dans une phase où ils veulent vraiment avoir de nouveaux clients, donc c'est plutôt copieux. Euh, Après, si jamais tu as une dépense de 6000 kilocalories par jour, ce qui est 2 fois la moyenne d'un homme, bah tu manges une ration pour deux en une fois, quoi. Mais c'est plutôt ok en termes de quantité, hein. Moi, j'ai été surpris de ça. Au départ, j'avais acheté le truc à côté en mode ça suffira pas. Un plat pour deux, moi, je vais le bouffer tout seul. Et en fait, non. En fait, non. 3500 si je bouge pas, franchement, ça rentre. Mais en vrai, t'essaieras, tu verras bien. Mais oui, la dépression, c'est dur. L'après-dépression, c'est dur pour faire à manger. C'est l'un des premiers trucs que tu vois. De toute façon, quand t'es en dépression, faire le ménage, te faire à manger, genre de trucs, quand t'es en dépression, c'est dur. C'est bien d'être accompagné, d'avoir un petit incentive pour te forcer, quoi. Sinon, tu peux vite te laisser glisser, que c'est normal, hein, c'est le principe. Mais moi, j'adore faire à manger. Moi, c'est ma pause de la journée. Souvent, c'est ma pause dans ma journée de travail, moi, quand je fais à manger, donc j'aime bien. Moi, j'aime bien couper les légumes. On me dit, mais ça, tu feras plus vite, tu fais plus vite, tu fais comme ça. Je veux pas faire plus vite quand je fais à manger. Moi, j'aime bien couper les légumes, couper les machins, préparer tranquillement. J'aime bien. Vraiment, c'est mon petit moment tranquille, mon petit moment détente. Ça m'occupe les mains. Pendant ce temps-là, je suis plus concentré aussi pour parler, etc. Ça me focalise. C'est cool. Ouais, c'est 6000, c'est même ouais, 6000, c'est beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup, 6000 kilocalories, c'est beaucoup. C'est ouais, c'est entre 2 et 3 fois la dose moyenne, ouais. Donc voilà. Mais après, moi, je suis parti en ce moment, mais en ce moment, ma vie, c'est de regarder des tutos sur comment faire du fromage, hein. Faut du temps, quoi, aussi. Après, moi, c'est... Vous savez, moi, je travaille. Souvent, mes journées, c'est je travaille. Je me lève souvent tard, quand même. Je travaille pas avant midi, hein, ça m'arrive jamais. Je fais les réunions entre 14 et 17 heures. Si j'ai des réunions, je les fais là. Les mails, les conneries, les papiers, etc. Quand je dois streamer, je stream. Et puis, c'est à partir de ces heures-là que je fais du montage. Je fais une pause le soir pour manger. Ça m'arrive très souvent de ne pas manger le midi. Ça faut savoir. Bon, j'ai pas mangé ce midi, j'ai pas mangé hier midi. Ou alors juste grignoter vite fait. Bon. Et du coup, je fais une pause, je fais à manger. Je prends bien 1 heure. En regardant des conneries à la télé, en m'arrachant les cheveux en BFM TV ou que sais-je. Ou en regardant une vidéo YouTube, hein, ça m'arrive aussi. Et puis, après, ben voilà, je retravaille. Et puis, au milieu de la nuit, comme là, 3 heures du matin, je commence à me dire, est-ce que j'irai pas me coucher parce que je me lève tôt demain matin. Et puis voilà. Je fais de l'hypoglycémie si je bouffe pas en me réveillant. Après, ça fait... là, j'avais repris un rythme où je mangeais 2 repas par jour. Sauf que je fais jamais plus de 2 repas par jour. Souvent, je fais 1 repas par jour. Et souvent, quand je fais un seul repas par jour, je fais un très gros repas. Souvent, avec des trucs bien lourds.
J'adore les patates. J'adore l'ail. Patate, ail, incroyable, banger absolu. Avec de la ciboulette par-dessus et c'est parfait. Tu pensais pas que la carotide ça déversait tant? Ah bah si, ça pompe, hein. L'ail, ça cale de ouf. Ah ouais? Moi, je mange beaucoup d'ail. Je mange, allez. C'est dur à dire, mais... Je mange souvent beaucoup d'ail. Bon, faut que j'aille me coucher, faut que je me lève tôt demain matin. Toujours. Ça changera pas ça. Donc je vais aller me coucher pour essayer d'aller dormir.